Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de Région, une émission consacrée au climat et à notre environnement. Alors c'est vrai, tout le monde en parle ces derniers mois, mais est-ce qu'on ne se réveille pas un peu tard? Et puis surtout, s'agit-il d'un véritable engagement, d'un phénomène de mode ou encore d'un greenwashing électoraliste? On a enquêté dans notre région. Face à la crise climatique, les militants d'Extinction Rébellion multiplient les opérations de blocage pour dénoncer l'inaction des gouvernements et alerter l'opinion publique. Peut-être viendra un jour où on ne pourra plus respirer l'air, on devra prendre de l'air en bouteille et les industriels seront ravis de nous en vendre et moi c'est justement ça que je veux empêcher. Afin de préserver certaines filières agroalimentaires, de plus en plus d'agriculteurs passent en bio, quitte à réduire leur production. C'est un choix, c'est une volonté, c'est peut-être du boulot, c'est se remuer les méninges, mais quand on voit le résultat, on peut en être que fier, quoi. Devant l'urgence climatique, sommes-nous prêts à la transition écologique? En puisée, certains misent déjà sur les circuits courts, la chasse au gaspillage et les énergies renouvelables. Il faut mieux vivre quand même de ces terres, mais avec du photovoltaïque, plutôt de crever dessus, et cultiver des trucs qu'on arrive pour revendre, quoi. Des pièces chaudes l'hiver et fraîches l'été, pas toujours possible. Les professionnels du bâtiment se remettent en cause et se forment pour nous aider à supporter les périodes de canicule. Les premiers bâtiments rénovés BBC, c'est un petit peu le cas de celui-ci, ont été fortement isolés par l'intérieur et c'est cette erreur qui aujourd'hui nous emmène à avoir des problématiques de surchauffe. Climat, quelle mobilisation? C'est tout de suite dans Enquête de Région. Face à la crise climatique, de plus en plus d'associations et de mouvements se battent pour alerter l'opinion et dénoncer l'inaction des gouvernements. Parmi ces militants, on a rencontré ceux d'Extinction Rébellion, un mouvement de désobéissance civile né il y a un peu plus d'un an et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Qui sont-ils? Pourquoi et comment s'engagent-ils? On les a suivis dans certaines de leurs actions. Ils n'ont qu'un seul objectif, et pas des moindres, sauver notre planète. Pour alerter sur l'urgence climatique, ils multiplient les opérations de blocage. Des militants envers et contre tous, enfin surtout contre les gouvernements qu'ils accusent de ne pas réagir. Parmi ces activistes, ceux d'Extinction Rébellion, un mouvement mondial de désobéissance civile, né il y a plus d'un an au Royaume-Uni. À la veille d'une importante manifestation à Besançon, nous avons rencontré 3 d'entre eux. Emma, John et Louise ne sont pas des habitués des mouvements sociaux, mais pour le climat, ils ont décidé d'agir. Aujourd'hui on ne peut plus boire l'eau des rivières, on trouve ça normal mais ça n'a pas toujours été le cas. Et peut-être viendra un jour où on ne pourra plus respirer l'air, on devra prendre de l'air en bouteille et les industriels seront ravis de nous en vendre et moi c'est justement ça que je veux empêcher. J'ai commencé à m'interroger sur le fait d'avoir ou non des enfants. Et puis quand je voyais l'état de la planète, je me suis dit non, je peux pas faire un enfant, je peux pas le mettre sur cette planète-là. Ça a été trop douloureux, alors je me suis dit en fait il faut que je m'engage là-dedans pour peut-être pouvoir changer ça. Changer les mentalités, le chantier est immense. Leurs attentes aussi. Mon espoir, c'est qu'on sauve le plus de choses possible. Et quand je dis sauver des choses, c'est pas sauver notre confort, c'est pas sauver notre petit mode de vie tel qu'il est maintenant, mais c'est sauver des espèces et sauver la possibilité de vivre de façon harmonieuse sur la Terre, quoi. La possibilité de vivre tout court. On sait utiliser l'ingéniosité humaine pour fabriquer des armes et des choses affreuses. Je pense que si on concentrait cette énergie pour fabriquer du matériel pour l'écologie et pour se développer proprement, un grand avenir est possible devant nous. Et pour défendre leur avenir, ils sont prêts à aller très loin.
Je suis prête à m'investir énormément, je suis prête à mettre en danger ma vie professionnelle s'il le faut. Dans ce mouvement-là, je suis prête à aller en garde à vue, à m'exposer à un procès aussi. Par contre, ce qui reste prioritaire pour moi, c'est quand même de prendre soin de mon fils, de mon mari, de mon futur deuxième enfant. Si je veux pouvoir me regarder dans la glace ou regarder la vie dans les yeux, faut se bouger pour aller la défendre. Ils veulent quoi là maintenant? Ce jour-là, avec des militants d'autres associations, ils bloquent le plus grand centre commercial de Franche-Comté pour dénoncer le Black Friday et la surconsommation. Alors que la planète chauffe, les commerçants perdent leur sang-froid. Cette action des activistes est non violente mais illégale. C'est ça, la désobéissance civile. On n'obéit pas aux lois, mais on agit en toute légitimité. On agit pour l'environnement et du coup, voilà, là, on a tout bloqué avec des caddies. Et puis donc, ouais, comme vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas contents, ils ne peuvent pas leur faire leurs courses, mais je ne pense pas que ça soit la priorité de l'humanité aujourd'hui. De quoi bâcher en effet le moral des consommateurs qui ne se montrent pas très compréhensifs. Je me sens assez choquée quand même de la réaction des personnes face à nous. Je crois que j'avais naïvement l'espoir que les personnes qui venaient consommer soient prêtes à entendre notre discours et la raison pour laquelle on le faisait. Et pas du tout, on est souvent face à des réactions assez violentes. À quelques exceptions près. J'ai pas forcément le temps d'aller ailleurs, donc bon, ça m'embête un peu. Après, je suis pour la cause, du coup, en soi, j'accepte et bon, c'est pas grave, je trouverai autre chose. En raison d'un incident, veuillez évacuer les locaux par les issues de secours les plus proches. Pour mener une telle action, il a fallu du temps et beaucoup d'organisation. Avant chaque opération, il y a plusieurs briefings comme celui-ci. Et là, nos caméras ne sont pas les bienvenues. Avec nous, on va aller plutôt par là-bas. Nous sommes conduits à l'écart. C'est une action non violente, pas de dégradation matérielle. Sur vous, vous ne devez pas avoir d'armes, pas d'alcool, pas de drogue. S'il y a des violences policières, on ne répond pas. Les organisateurs rappellent quelques consignes. Vous ne verrez pas leur visage. Car ici, les leaders changent en permanence, il n'y a pas de hiérarchie. C'est la règle chez Extinction Rébellion. Vu qu'il n'y a pas d'organisateur, personne ne peut disparaître. Donc le mouvement peut toujours continuer, même s'il manque plusieurs personnes. Ça pose pas de problème. L'autre règle, c'est la discrétion. Les lieux de blocage sont tenus secrets jusqu'au dernier moment, même pour les participants. Et tous leurs échanges sont protégés. On a une messagerie mail qui est cryptée, sur laquelle on échange pour la plupart sous des pseudos. On a aussi des messageries instantanées qui nous permettent de communiquer en direct à travers nos téléphones ou nos ordinateurs qui sont codés et pas déchiffrables. Pour occuper l'espace le plus longtemps possible, ils ont là aussi une stratégie bien rodée. Le but, c'est de résister d'abord en refusant de se séparer et ensuite, lorsqu'une personne est séparée du groupe, elle va essayer de faire le poids mort pour être le plus difficile possible à déplacer et qu'il y ait besoin de plusieurs policiers pour déplacer une seule personne pour que ça dure le plus longtemps possible. Ce jour-là, les forces de l'ordre, pourtant bien présentes, ne sont pas intervenues. Le résultat, c'est que toutes les portes sont bloquées, le centre commercial est vidé, les magasins sont fermés. Donc il n'y aura pas de surconsommation en tout cas aujourd'hui. L'évacuation a l'air de se passer tranquillement, donc tout est génial, quoi. Voilà. Le blocage du centre commercial aura duré 3 heures avant que les militants ne quittent les lieux pour rejoindre ici le centre-ville de Besançon. Cette fois, pas de blocage, mais des jeux pour attirer l'attention des passants. Essayer une fois de plus de les sensibiliser. Visiblement, éveiller les consciences prendra encore du temps, mais tous ici veulent y croire et ne sont pas prêts de baisser les bras. Bonjour. 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 Ça va?
évidemment, l'ours polaire, c'est le premier concerné avant même nous par le réchauffement climatique. Carla, Alexis, vous êtes lycéen ici à Dijon. On se retrouve dans ce cadre du Muséum d'histoire naturelle qui évoque évidemment plein de choses par rapport à l'environnement. Vous vous êtes engagé depuis quelques mois dans ces grèves du vendredi, ces manifs lycéennes de jeunes qui se mobilisent dans l'esprit de Greta Thunberg autour du climat, de la question du réchauffement climatique et de l'environnement. On va venir à ces questions-là dans un instant, mais on vient de voir un reportage sur Extinction Rébellion, qui est un autre mouvement de jeunes, de désobéissance civile, un peu, peut-être des fois avec des méthodes un peu plus, comment dire, punchy, des fois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça vous intéresse ou pas du tout? Alexis? Tout à fait. C'est d'autres modes de contestation. Donc Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, et donc il prône la désobéissance civile, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de choses qui ont été faites et que maintenant il faut passer à un autre stade de mobilisation. Pour nous, le mouvement U4Climate, c'est intéressant, ça ramène d'autres personnes, c'est une autre forme qu'on n'envisage pas forcément pour la suite, mais pourquoi pas. Je rejoins Alexis, où la désobéissance, c'est pour aller plus loin dans le principe justement de... Pour marquer les esprits aussi. C'est ça, marquer les esprits, c'est pour l'opinion publique évidemment, et ça interpelle. Nous, pour l'instant, peut-être qu'on envisagera par la suite des actions de désobéissance civile. Pour l'instant, nous, on est plus dans le cadre de marches, d'actions, mais plus classique, on va dire. Vous en avez fait plusieurs depuis le printemps dernier, à Dijon, dans d'autres villes de la région ou dans d'autres villes de France, il y en a aussi. Le point de départ qui a fait que vous vous êtes dit, on va descendre dans la rue, ce jour-là, on ne va pas aller en cours, c'est quoi? C'est Greta Thunberg, on ne va pas se mentir. Elle a lancé un mouvement, le mouvement des jeunes pour le climat. C'est un peu l'égérie de la jeunesse qui se bat pour le climat. Après, on n'est pas forcément d'accord avec toutes ces idées, tous ces principes, mais elle a quand même lancé un mouvement à l'échelle internationale, ce qui est incroyable. Elle vous impressionne, cette jeune Suédoise qui finalement a votre âge? Oui, elle a 16 ans à peine. Moi, je rejoins Alexis, c'est vrai qu'elle a donné une impulsion à l'échelle mondiale, un dynamisme. Est-ce qu'on la prend à titre d'exemple? Je ne sais pas, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres exemples dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'elle a donné une impulsion et c'est ce qui nous a poussé le 15 mars à aller dans la rue la première fois. Il y a plein d'autres gens, hein, vous le disiez, qui font des choses pour l'environnement, et certains depuis longtemps. On peut penser à des figures comme Nicolas Hulot ou autres qui ont marqué ces dernières années le combat pour l'écologie, finalement. Pourquoi Greta Thunberg? Parce qu'elle a votre âge? Elle a notre âge, oui. Je pense que c'est un atout fort pour mobiliser la jeunesse, pour mobiliser les adolescents de notre âge. Et elle a donné vraiment cette impulsion. Elle est sortie un peu de nulle part. Et avec sa grève pour le climat, donc c'était déjà une idée novatrice. Et ça a permis de lancer ces grèves pour le climat qui ont emmené des millions de jeunes dans la rue. Alors j'ai compris que Greta est une personnalité qui vous a marqué. C'est d'ailleurs la personnalité de l'année 2019 du magazine Time. Mais vous auriez pu vous engager pour d'autres choses. Ces derniers mois, des mobilisations en France, il y en a eu. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le combat pour les retraites. Pourquoi le climat, Clara? Pourquoi le climat? Tout simplement parce que les derniers rapports sont assez inquiétants. Moi, personnellement, j'ai aimé la nature, mais de là à ce que je me rende compte que certains de mes actes du quotidien avaient un impact sur ma vie future, le temps que je prenne conscience de tout cela, je me suis dit, faut que je m'engage, faut que les choses changent. Et Sauf du coup, c'est ça qui a... on se rend compte que nos actes du quotidien, ils suffisent plus, oui, c'est ça? Oui. Du coup, par rapport à nos actes de quotidien, on voit que même en essayant au maximum de réduire nos impacts carbone, ça reste compliqué aujourd'hui d'avoir un impact global sur l'environnement. Après, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui dit que justement le citoyen doit agir et il y a l'autre école qui parle plutôt du gouvernement. Moi, je nuance un peu le propos. Je pense qu'en tant que citoyen, on doit évidemment... Par exemple, la surconsommation, c'était récemment le Black Friday, on est sur des vagues de surconsommation et du coup là, on peut impacter, mais je pense que le gouvernement, je ne sais pas,
les industriels, des mesures doivent être prises. En fait, vous nous dites que c'est un tout. Il y a les actes au quotidien, je trie mes déchets, je fais attention à mon bilan carbone, etc. Et en même temps, il y a aussi cette alerte aux gouvernants, finalement, aux industries, aux grandes sociétés, un peu comme Extinction Rebellion, d'ailleurs. Oui, c'est à tout le monde tout le monde va être touché. Donc c'est à tout le monde de prendre en charge cette urgence. Et s'il y avait une maison qui brûlerait, on serait là on serait en panique et on serait là pour éteindre le feu. Là, aujourd'hui, on voit, c'est un peu naturel aussi, que vu que cette urgence est un peu vague, globale, les gens ne prennent pas forcément la mesure de la situation. Bon, le message est passé. Merci à tous les deux. Quand on parle de réchauffement climatique, l'agriculture est souvent montrée du doigt, l'élevage en particulier, qui représenterait près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Mais dans notre région, la zone Comté en particulier, la filière est souvent citée en exemple. Sur le terrain, les agriculteurs que nous avons rencontrés sont conscients des changements de pratiques nécessaires, mais les spécialistes disent, eux, qu'il y a urgence pour sauver l'environnement et le Comté. Voyez notre enquête. Donc on est une exploitation familiale de 3 associés, mon père, ma mère, moi, et puis ma copine qui est salariée avec nous. Florian produit du lait à Comté et à Morbier en bio depuis 1 an. Avec une volonté de faire évoluer ses pratiques, lui qui a vu ses parents exsangues après 2 crises du lait, l'une en Suisse, d'où ils sont originaires, puis celle de 2008 en Normandie où ils s'étaient réinstallés. La famille élève aujourd'hui une 60aine de vaches qui ont testé l'été dernier la litière bois. C'est les couchettes des vaches, donc ce qu'on appelle les logettes. Donc pendant la période hivernale, donc on paille pour leur confort, on paille un maximum pour qu'elles soient bien. Et l'été, donc depuis maintenant le 2e été, donc avec la sécheresse où les prix de la paille se sont envolés et qu'il était compliqué de trouver de la paille à proximité, il fallait faire plusieurs centaines de kilomètres. On a essayé les copeaux. C'est des copeaux de bois qui ont été retriés, c'est des résidus de copeaux qu'on a trouvés à proximité en se disant que du bois ici en Franche-Comté on en a en abondance. L'autre grosse innovation sur l'exploitation, c'est la façon de sécher le foin grâce à un système de double toiture qui permet la circulation de l'air et qui évite les contraintes imposées par la météo de plus en plus capricieuses. Donc on va pouvoir faucher donc, au meilleur stade possible de la plante. Donc à la fois ça repousse mieux et puis on a aussi une valeur alimentaire qui est du coup plus élevée. Des évolutions imposées par l'implacable constat des scientifiques, le climat change, avec en particulier des variations de température imprévisibles, de grosses sécheresses, de grosses pluies et une planète qui souffre d'avoir été malmenée. Alors pour donner une image, ce qu'on dit souvent, c'est Besançon, par exemple, le climat de Besançon, horizon 2050, ce serait la Toscane, et horizon 2080, la Grèce, quoi. Donc en Toscane ou en Grèce, il n'y a pas beaucoup de vaches laitières, donc ça vous laisse un peu apprécier l'enjeu qu'il y aura derrière à forcément changer certaines pratiques par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir perdurer, quoi. Le souci, c'est qu'il va falloir faire vite et stopper les pratiques les plus polluantes qui dégradent l'environnement, en particulier les rivières. Gilles Séné était professeur agrégé de sciences naturelles. Il a étudié les données publiques de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée concernant les rivières franc-comtoises. Il y a 379 lignes. Alors c'est des paramètres, c'est la température, c'est le pH, c'est la quantité d'oxygène. Et puis des molécules. Toutes ces molécules donc, qui sont toxiques. L'Agence de l'eau recherche des molécules toxiques. Et si elles sont souvent présentes en quantité infinitésimale et pas comptabilisées, pour Gilles Séné, elles constituent pourtant un cocktail qui tue faune et flore. À cela, il faut aussi ajouter des modifications de température et de pH de l'eau. L'acidité augmente 20 fois plus dans les eaux franc-comtoises sauvages que dans les océans.
Et ce plus, eh bien, il faut aller le chercher dans les pratiques sur le bassin versant et essentiellement, mais pas que, les pratiques agricoles. Sur le terrain, ces pratiques les plus polluantes se lisent même dans le paysage. On a déjà toutes les lignes qui correspondent à l'ensemencement qui a été fait cet automne. Et puis surtout, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la bordure du champ. C'est pas de la terre, c'est de l'herbe qui est jaunie parce qu'elle a été traitée à l'herbicide, alors lequel je ne sais pas, mais du genre Roundup. Et malgré une prise de conscience générale de la profession et des signaux d'alarme en tout genre, les réflexes d'adaptation sont encore trop souvent inappropriés. Les gens, en général, quand ils sont coincés, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent. Ils achètent des fourrages qu'ils n'ont pas. Ils achètent éventuellement plus d'aliments complémentaires pour arriver à tenir les niveaux de productivité. Ça, je pense que c'est le premier réflexe qui est fait un peu en pompier pour arriver à sauver la situation. Ça peut être d'envisager pour certains, je sais qu'il y en a qui pensent à se dire pourquoi pas irriguer, quoi, faire des bassins d'eau, ramener cette eau pour faire pousser un peu plus les champs. On élève 300 porcs par an à peu près. On en engraisse 300. Les cochons, la volaille, les veaux, nourris par la production de la ferme et transformés sur place. C'est la farine T80 pour faire du pain, sans additifs, sans rien. Le tout en totale autonomie énergétique grâce au solaire et à la méthanisation. Bienvenue à la ferme bio de Tay qui fait vivre 11 personnes sur moins de 200 hectares. Michel de Villers a révolutionné ces pratiques il y a déjà 30 ans. On utilisait des milliers de litres de fioul pour sécher le fourrage, puis surtout la céréale. On a dit il faut qu'on rééquilibre notre système en produisant des énergies. On est au top au niveau du bilan carbone, quoi. Mais d'office, déjà de par la suppression des intrants. C'est ici que sont élevés les petits veaux. Une nurserie avec des nourrices choisies dans le troupeau et du coup des petits veaux moins malades. À l'extérieur, Florian a aussi replanté des haies et des arbres qui feront de l'ombre en cas de grosse chaleur. Il a également décidé de se lancer dans la vente directe. On essaie vraiment d'être plus en autonomie, trouver l'équilibre aussi de l'exploitation. Et du coup, on s'adapte beaucoup mieux au climat aussi. Parce qu'on va pas se dire, ah bah non, s'il fait un peu chaud, ou si le climat va pas, on remet de l'engrais et tout ça. Du coup, non, on va plutôt diminuer le troupeau et trouver un équilibre. Et le bio nous a vraiment aidé pour ça, quoi. Pour les spécialistes, en tout cas, il va falloir revenir à des niveaux de production de lait plus raisonnables, y compris dans la filière comté. Le fait de rabaisser le niveau d'élevage à un moment à un niveau de 25-30%, déjà, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, et là, on peut réduire le chargement par ce biais-là. Les vaches produisent beaucoup trop de lait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tout doucement, les Montbéliardes sont remplacées par une autre variété de vaches qui s'appelle la Simmental, qui a moins souffert de l'industrialisation récente du comté. Par contre, la quantité de lait produit à l'hectare doit diminuer. À l'origine, les paysages de la zone comté ressemblaient à celui-là, avec des prairies en pente, des haies, des zones humides qui obligeaient l'homme à s'adapter et qui ont fait la renommée de son fromage. Il y a toujours cet enjeu de l'authenticité, mais il y en a des nouveaux. Il y a l'enjeu dont on parle actuellement, le réchauffement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, l'autonomie énergétique, et puis tous les enjeux qui vont aussi de pair avec cela, la pollution des rivières, la biodiversité floristique, la biodiversité faunistique. Il faut que la filière elle soit capable d'intégrer ces enjeux. Aujourd'hui, c'est donc à l'homme de répondre aux défis climatiques en sauvant ce qui a fait sa richesse. Si on veut sauver un jour le comté, il faudra obligatoirement que le comté sauve les rivières. L'enjeu derrière, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'offrir un prix du lait à comté bio pour tout le monde, quoi ? Est-ce qu'il y a le marché qui est capable de faire ça ? C'est ça la difficulté. Une chose est sûre, Florian, lui, a redonné le sourire à ses parents et prouvé qu'on pouvait vivre correctement de son métier. En tant que paysan, il faut un déclic qui dit j'en ai marre, j'ai plus envie de nourrir Monsanto, les traitements chimiques, c'est plus pour nous. Et voilà, il faut ce déclic pour aller. Et puis une fois qu'on a pris goût à ça, on a juste envie d'aller encore plus loin. Michel, quant à lui, se sent moins vulnérable que les autres face aux aléas du climat. Mais tout le monde ne peut pas faire comme vous. Pourquoi pas ? C'est un choix, c'est une volonté, c'est peut-être du boulot, c'est se remuer les méninges, mais quand on voit le résultat, on peut en être que fier, quoi.
Face à l'urgence climatique, de plus en plus de collectivités ont choisi de faire baisser leur bilan carbone en privilégiant les énergies propres et les circuits courts. C'est le cas par exemple en Puisaye. Le territoire a déjà enclenché sa transition écologique et énergétique, le résultat d'une politique locale mais aussi d'un tissu associatif très impliqué. Une transition écologique très belle sur le papier, mais dans la réalité, vous allez le voir, tout n'est pas encore parfait. C'est un territoire en pleine transformation. En moins de 10 ans, Lyon est devenu le bon élève de la transition écologique. Des énergies renouvelables au circuit court, en passant par la chasse au gaspillage, les habitants ont pris le chemin d'un monde plus respectueux de l'environnement, un long chemin parsemé d'obstacles, mais qui pourrait donner un nouveau souffle au monde rural. Saint-Privé, 550 habitants. Depuis l'inauguration de la nouvelle salle des fêtes il y a 1 an, ce village de Puisaye produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ici, les énergies renouvelables sont devenues une spécialité, même les agriculteurs s'y mettent. Eric s'est lancé il y a 10 ans dans l'énergie solaire. Ces toitures-là étaient vieilles, ils avaient plus de 40 ans, étaient prêtes à tomber. Et puis j'avais un voisin qui justement montait des panneaux photovoltaïques. Il a dit tiens, pourquoi pas faire du courant. Finalement, 10 ans plus tard, ça me rapporte autour de 6 000 €, et puis vraiment ça vaut le coup, quoi. 6 000 € par an, uniquement grâce au photovoltaïque. L'investissement est très rentable pour l'éleveur. Eric ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il fera bientôt pousser des panneaux solaires dans son champ, quitte à se mettre à dos certains habitants. Dans ces projets, il y a toujours des mécontents. De toute façon, c'est comme les éoliennes, c'est comme n'importe quoi. Il y aura toujours des mécontents. Mais il faut mieux vivre quand même de ces terres, mais avec du photovoltaïque, plutôt de crever dessus, et cultiver des trucs qu'on n'arrive pas à revendre, quoi. Pour les agriculteurs de Saint-Privé, difficile de résister à la tentation financière du photovoltaïque. D'ici 3 ans, des centaines de milliers de panneaux solaires seront installés sur ce champ, ce qui pose beaucoup de questions sur l'aménagement rural. Vous lisez ça, vous dites c'est formidable, je reste dans mon fauteuil, je touche mon chèque tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les 2 ans, et puis voilà, j'ai plus besoin de cultiver. Comment on fait? Comment on cultive? Avec quelle terre? Des terres pour cultiver, il en faudra bien. Car à 30 km de là, la ville de Charny a fait le pari des circuits courts. Chaque jour, la cuisine centrale prépare 600 repas pour les écoles et la maison de retraite. Et ici, les fruits et légumes sont produits localement. Devant moi, ce sont les produits locaux, notamment les produits local qui sont de Charny, avec toutes les courges, les salades, les potirons. Dans le Bourgogne-Franche-Comté, nous avons les carottes, nous avons le chou vert. Aujourd'hui, finalement, on peut dire que nous avons 30% de produits locaux au sein de la cuisine centrale de Charny. Alors, mes mâches. Bon, je vous apporte mes mâches. Harold est maraîcher. Comme lui, 12 producteurs fournissent chaque semaine la cuisine centrale. Un gros pâtisson, ouais. Et les blettes, là, je pense que ce matin, sont gelées. Hein. Oui. On n'est pas loin, donc on économise les transports. Et puis, c'est une diversification qui fait que si le monde agricole en ce moment a quelques soucis, cette production-là est plus rémunératrice. Mais derrière la belle vitrine du circuit court, il y a aussi de la concurrence. En travaillant avec la cuisine centrale, certains agriculteurs pensaient toucher le jackpot. Franck est tombé de haut. On nous a présenté des chiffres qui étaient très alléchants, et donc on s'est dit banco, on y va, quoi. Et puis à présent, on s'aperçoit que nous on a fait des efforts pour faire plus de plantations pour approvisionner. Et moi au niveau du maraîchage, je s'aperçois que 25 pièces de poireaux, 25 poireaux à la semaine pour une cuisine centrale qui fait 600 repas jour, c'est un petit peu étonnant. Du côté de la viande bovine, là aussi de la déception. Pour être rentable, la cuisine centrale ne veut que des morceaux à bas prix, deux logiques commerciales qui s'affrontent. C'est comme si demain vous me disiez de la cuisine centrale sur un poulet veut les cuisses, que des cuisses, le reste du poulet, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Si la cuisine centrale ne veut que certaines pièces de viande, c'est aussi pour éviter le gaspillage.
À Charny, les quantités de repas sont évaluées avec précision et chaque midi, les enfants sont mis à contribution. Allez, tu pèses. L'idée, c'est de responsabiliser les enfants pour le déchet alimentaire. Donc il y a un saladier chaque jour sur les tables. En fin de repas, ils vont peser ce saladier. Ils tiennent un livre de compte et bien sûr les gagnants sont récompensés en fin d'année, ceux qui ont bien sûr moins de déchets. Oui. Donc il y a ça, là, la petite table. Tout ça, et puis là, les affaires, là, c'est le sac, il y a des draps. Eh bien ok, il n'y a pas de souci. Voilà. La lutte contre le gaspillage, c'est aussi le credo de cette association. Ici, on récupère des objets pour leur donner une seconde vie. Il y en a qu'une et là deux. On peut recevoir des cartons des fois par dizaines, ou d'autres jours où ça va être un peu plus calme et on va pouvoir en avoir que 5 ou 6. Comme là, voilà, on a de la vaisselle. Tout se conserve, tout se recycle, tout se revend. Vaisselle, jouets, petit électroménager. Chaque semaine, l'association récupère des milliers d'articles en tout genre. Rachel est une habituée. Ce jour-là, elle est venue chercher des vêtements pour ses enfants. D'un point de vue environnemental, je trouve que c'est important parce que c'est l'industrie la plus polluante, l'industrie textile. Donc ça permet de donner une seconde vie aux vêtements. Et par ailleurs, d'un point de vue du prix, c'est imbattable. Pour beaucoup d'habitants de Charny, le passage par la recyclerie est devenu un réflexe. Mais parler d'une prise de conscience écologique, le raccourci est un peu rapide. Ça c'est de l'insolite. Ça c'est de l'insolite, ça. Un bout de fil pour faire les paquets cadeaux. Non mais on a la clé, on ne sait pas où elle va, mais on a une clé. Le souci, c'est que les gens, ils ne font pas la différence à ce qui peut être réutilisé et ce qu'il faudrait mettre directement en déchetterie. Et les gens, ils ne se rendent pas compte. Alors, comment leur faire comprendre ça, je ne sais pas. Nous, on n'a pas trouvé le truc encore. La solution, c'est peut-être de sensibiliser dès le plus jeune âge aux gestes écologiques. Dans cette crèche écolo de Toussy, les enfants apprennent à prendre soin de leur environnement. Elle a soif, hein, dis donc. Quand on fait pas mal d'activités autour du jardin, du potager, on plante, on ramasse, on cultive, on ramasse et on mange ce qu'on a cultivé. Au menu, plus de légumes et de produits biologiques. En travaillant ici, les salariés aussi ont changé leurs habitudes. Ici, si vous voulez, on fait une fois par semaine, on ne mange pas de viande. Donc j'ai pris l'habitude aussi de moins consommer de viande chez moi. Et j'achète beaucoup moins au niveau des emballages dans les grandes surfaces. Voilà. C'est très bien parce qu'il y a moins de gaspillage. La transition écologique n'est pas seulement une affaire d'État, elle repose aussi sur la volonté de chacun de changer son rapport avec l'environnement. Devrons-nous compter sur la nouvelle génération pour y arriver ? La protection de l'environnement est aujourd'hui la première préoccupation des Français. Pascal Blin, vous êtes le porte-parole de France Nature Environnement en Bourgogne-Franche-Comté. France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations écolo. Hein. Vous êtes non pas un écologiste de la première heure, mais presque. Dans cette émission, on voit que l'écologie est à nouveau à la mode, peut-être plus que jamais. On se questionne sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes surpris de cet engouement soudain pour cette question finalement ? Bah écoutez, j'espère que ce n'est pas juste un effet de mode, hein, qu'on est bien sur un changement de mentalité, un changement de comportement. Autant dans les années 80, effectivement, les années 70, les années 80, les écologistes étaient décriés, étaient un petit peu moqués. Autant aujourd'hui, c'est une vague de fond. La jeunesse, par exemple, qui se mobilise, a vraiment envie d'un monde qui soit vivable demain. Et leur cri, il est là. C'est agissons pour que demain, il y ait un avenir, quoi.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez justement ces jeunes, que ce soit les jeunes qui suivent un peu Greta Thunberg ou alors ceux d'Extinction Rebellion dans un autre style? Vous vous dites finalement il a fallu du temps mais on a réussi, nous les écolos, à convaincre les nouvelles générations, ou bien que vous avez eu un peu du mal à faire démarrer ce mouvement? Je crois qu'il faut rester modeste. Notre action, si elle avait été efficace, nous serions sans doute bien plus avancés dans la transition, entre guillemets. L'urgence climatique, et pas seulement, c'est l'érosion de la biodiversité, c'est le monde dans lequel on voit aujourd'hui se déliter les choses. Heureusement, aujourd'hui, est pris en considération, et le comportement au quotidien change. Alors du coup, vous avez eu du mal à faire comprendre aux gens, parce que le début du mouvement écologiste, c'est les années 70. Oui. Aujourd'hui, on est en 2020. Oui. 50 ans de combat écolo. Et c'est maintenant presque un peu tard qu'on se réveille tous les uns les autres? On se réveille d'autant plus tard que malheureusement les freins qui existaient à l'époque existent toujours. C'est-à-dire ? Je pense par exemple au lobby du nucléaire. On nous annonce aujourd'hui l'installation de 6 nouvelles centrales, c'est-à-dire reprendre pour 50 ans d'une politique énergétique autour du nucléaire, alors que déjà dans les années 70, avec le premier programme électronucléaire français, les éléments étaient mis sur la table. Il y a d'autres solutions. On peut se passer de ces quantités d'énergie, il faut concevoir simplement notre quotidien autrement. Vous parleriez aussi, vous avez un petit logo avec marqué pesticides dessus, vous parleriez aussi du lobby des pesticides, c'est pareil? Exactement, on a du mal à en sortir? Exactement. Les premiers lanceurs d'alerte, c'est les années 70 également sur cette problématique-là. Et un autre modèle agricole est envisageable. Vous savez, et il faut du temps pour tout ça. Il faut du temps, exactement. C'est une question de pas de temps. On parle de l'agriculture biologique en essayant de la mettre un petit peu à part, elle aussi marginalisée longtemps. Mais l'agriculture biologique, si on regarde bien, c'est celle qui, de par le monde, est la plus répandue. C'est celle qui, dans l'histoire de l'humanité, existe de tout temps. C'est elle, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture traditionnelle. Et on nous présente comme conventionnelle l'agriculture chimique, qui elle est née après-guerre. Elle n'a pas 50 ans. Et qui est dans les pays occidentaux essentiellement. Voilà, même si le modèle, bien évidemment, a été exporté, l'exporte un peu partout à l'échelle de la planète. Je reviens à ma question du début, Pascal Blain, parce que je ne dis pas que vous ne voulez pas y répondre, mais j'ai bien compris le message. Mais aujourd'hui, il y a évidemment cette question environnementale au sens large, mais ces jeunes qui se mobilisent, ces collectivités aussi qui se mobilisent, on est beaucoup sur la question du réchauffement climatique. Est-ce que ce n'était pas ça, finalement, le point de départ qu'il aurait fallu pointer du doigt déjà dans les années 70, puisque c'est ça qui interpelle aujourd'hui monsieur et madame tout le monde, les jeunes, les moins jeunes? C'est encore plus vaste que ça. Bien sûr, c'est par là qu'on entre dans la thématique environnementale, la thématique écologiste. Mais si vous regardez bien, la raison essentielle de ce réchauffement climatique, c'est à la fois bien sûr la démographie. L'explosion de la population mondiale joue un rôle important. Mais c'est aussi et surtout la consommation du pétrole et des énergies fossiles, qui a débuté là aussi il y a à peine un siècle. Et c'est cette période-là qui voit s'accélérer la production de gaz à effet de serre et la pression sur l'environnement. Vous savez, dans les années 70, justement, naît l'idée de l'empreinte écologique. Il s'agit de mesurer, grosso modo, comment l'homme consomme les ressources naturelles. Et on considère que 1970, c'était il y a 50 ans, la planète produit de manière renouvelable ce qui est consommé sur la planète. Là, aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous consommons 2,7 planètes si tout le monde consommait comme les Français. Donc c'est plus possible et les gens finissent par s'en rendre compte. Voilà, exactement. Et la question, c'est comment passe-t-on de la situation actuelle qui nous a apporté du confort, qui nous a apporté de l'agrément, à une situation qui redevienne durable, qui redevienne viable. C'est encore possible selon vous ou on est déjà trop tard? Alors, si je reste mobilisé, c'est que je crois qu'on peut encore agir. Après, encore une fois, comment on transforme ces attentes et ces ressentis en quelque chose qui soit conscientisé, qui soit politisé et qui transforme véritablement la société, qui transforme la ville, par exemple. Drugs and
Souvenez-vous, en juillet dernier, il a fait jusqu'à 39 degrés et même 40 degrés ressentis dans notre région. Déjà en 2018, la canicule avait sévi. Cette alternance de temps chaud et sec puis de pluie peut avoir de graves conséquences sur les habitations. Des communes ont même été reconnues à ce titre en état de catastrophe naturelle. Alors que faire pour préserver nos maisons en plein réchauffement climatique? Reportage. Si les frimas franc-comtois sont habituels, il va falloir s'adapter aux étés brûlants. Le réchauffement climatique bouleverse nos comportements et ceux des entreprises du BTP. Cette ancienne école est l'un des premiers bâtiments à Besançon à avoir été rénové en 2006 selon les normes BBC, bâtiments à basse consommation. C'est aussi là que travaillent des thermiciens, un métier de plus en plus indispensable. Se protéger du froid en isolant par l'intérieur a l'avantage de permettre de réchauffer le bâtiment extrêmement vite. Quand vous avez des matériaux qui sont en surface, un contact chaud, du placo par exemple, la pièce chauffe plus vite et donc c'est plus confortable en hiver très rapidement. Ce qu'il y a, c'est que c'est cette technique qui ne nous permet pas de nous protéger du chaud en été. Donc effectivement, les premiers bâtiments rénovés BBC, c'est un petit peu le cas de celui-ci, ont été fortement isolés par l'intérieur et c'est cette erreur qui aujourd'hui nous emmène à avoir des problématiques de surchauffe. Ça associé à d'autres problèmes qui sont le manque de protection solaire, de volets brise-soleil ou de casquettes extérieures sur les bâtiments. Les plus petites, Comment bien rénover en se protégeant du froid et du chaud? Une question que la ville de Besançon se pose pour certaines de ses crèches. Avant de se rendre sur place, les thermiciens étudient l'emplacement du bâtiment. Si je me trompe, la crèche, c'est ce bâtiment. Le gros avantage de la crèche de Saint-Ferjeux, c'est qu'elle est située avec à proximité une petite forêt qui appartient actuellement encore à l'armée. On a la chance encore qu'elle ait été conservée et pas urbanisée. Mais cette forêt apporte une fraîcheur assez notable. Un bon point d'acquis, mais qui n'a pas empêché l'été dernier les températures de grimper dans cette salle des tout-petits. Il a pu faire ici jusqu'à près de 35 degrés. Sur place, les thermiciens affinent leur analyse. Et sur ce bâtiment, donc on s'est aperçu en visitant l'intérieur qu'en effet la toiture pourrait être une des sources de surchauffe. Sachant qu'on a de cette tôle là qu'on voit qui est assez sombre, donc qui va capter le soleil, qui monte en température, qui va chauffer donc les combles qu'on ne voit pas d'ici mais qui sont directement en dessous et qui après cette chaleur va se transmettre ensuite au bureau et aux salles où sont les enfants. La ville a pris des mesures d'urgence en installant des stores et une climatisation provisoire. Mais à long terme, elle devrait être remplacée par d'autres dispositifs. L'objectif est d'éviter de rajouter de la chaleur à la chaleur, sachant que les clims réémettent de la chaleur à l'extérieur, elles contribuent, elles consomment de l'énergie, elles émettent au final des gaz à effet de serre, et donc on court à la problématique et à aggraver encore plus le phénomène de changement climatique. Lutter contre le réchauffement de notre planète, c'est l'ambition de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous voici dans le Jura Nord. Cette communauté de communes est l'un des 19 territoires de la région à s'être engagé, à terme, à n'utiliser que des énergies renouvelables. Un objectif qui passe par la réduction de ses dépenses énergétiques, hiver comme été. Ce futur groupe scolaire de Gendré devrait même produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'architecte a conçu un bâtiment en béton, un matériau qui stocke le frais comme dans les églises, et il est isolé par l'extérieur pour conserver cet avantage. En complément des éléments bâtis, on a la végétation extérieure qui va être plantée très prochainement, qui va jouer l'objet d'un premier filtre. Et puis plus directement au niveau du bâti, on a un système de brise-soleil orientable qui permet de réguler les apports solaires au niveau des entrées des fenêtres. Pour être performants, les bâtiments sont non seulement isolés, mais ils sont aussi étanches à l'air. C'est une ventilation double flux qui assure le confort des occupants. En fonction du taux d'occupation, si le bâtiment est plus ou moins occupé, on peut imaginer qu'une salle de classe soit remplie, mais que celle d'à côté ne le soit pas pour une raison X ou Y, on ne va pas avoir le même besoin. Donc le renouvellement d'air, assuré par une ventilation double flux, va être géré et régulé en fonction du taux d'occupation. Et le besoin en chaud ou en froid, entre guillemets, va être géré de la même manière, en fonction du niveau d'occupation du bâtiment. Une complexité qui nécessite des formations.
Nous voici au lycée professionnel du bâtiment de Besançon. Depuis 2013, un plateau technique est dédié à ces questions d'isolation et de ventilation. Donc lorsque vous allez installer ou préconiser l'installation d'une VMC double flux, faites attention, pensez toujours à une évacuation à condensat. Ça, c'est sur les plans, il y a des fois, on va l'installer là. Ah, mince, il n'y a pas en fait d'évacuation. Donc c'est à prévoir bien en amont. C'est la première fois que des professionnels ont pu venir se former sur ce plateau. À l'heure actuelle, en fait, la ventilation, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de formation. En général, la ventilation, alors on va parler des maisons individuelles, c'est un peu laissé à l'abandon, entre guillemets. C'est différents acteurs qui vont poser la VMC, ça peut être un électricien, ça peut être le chauffagiste, et il n'y a pas forcément de vraie formation sur les enjeux de la pose d'une VMC simple flux dans une maison individuelle. Cela faisait 3 ans que Christophe Pi attendait cette formation. Il n'y avait jusqu'à présent pas assez d'inscrits. Pourtant, l'enjeu est crucial. Il y a une prise de conscience qui doit être faite, qui n'est pas forcément à l'heure actuelle, par rapport à la qualité de l'air intérieur, quand on sait qu'il est 80% plus pollué que l'air extérieur. Alors vu comme l'air extérieur déjà, il n'y a pas de quoi être fier. Donc vous imaginez ce qu'on respire à plus ou moins long terme dans les maisons. D'autant plus qu'elles sont de plus en plus étanches. Tout à fait. Et c'est là que la ventilation prend tout son intérêt. En fait, il faut pouvoir renouveler l'air de manière continue. Et c'est quelque chose que dans le bâtiment, dans l'ancien comme sur le nouveau, c'est pas forcément fait correctement ou pour certains bâtiments, c'est inexistant. Un air chaud en hiver, frais en été. C'est bien l'objectif de Thomas Henry. Le thermicien chargé de la rénovation des crèches bisontines nous a invités chez lui. Avec une autre famille, ils ont rénové cette maison à Besançon. En tant que bureau d'études, on va souvent faire des audits de maisons où la ventilation est déconnectée et ne fonctionne pas correctement. Donc nous, on a essayé de faire quelque chose qui marche bien, avec des gaines qui sont, on appelle semi-rigides, donc beaucoup plus résistantes. Et surtout, on a mis une ventilation qui est double flux. Là, l'intérêt, c'est de récupérer les calories, la chaleur, en fait, récupérer la chaleur en hiver et éviter de la balancer dehors. On réchauffe l'air qu'on va mettre à l'intérieur. Et en été, c'est l'inverse. On va récupérer la fraîcheur qui est dans la maison et rafraîchir l'air chaud qui vient de l'extérieur. Donc ça évite d'amener de l'air chaud en permanence et d'évacuer l'air frais dehors. Les murs de pierre à l'intérieur gardent le frais, l'isolation est extérieure, une architecture bioclimatique complète l'ensemble. Un paramètre qu'on oublie souvent, c'est que le soleil il est plus haut en été et plus bas en hiver. Donc en hiver, il va rentrer vraiment complètement dedans et bien chauffer. Et en été, les casquettes solaires, les débords de toiture vont permettre de casser le soleil et d'éviter qu'il rentre complètement dedans. Donc ça, c'est pour ces fenêtres-là. Et les autres fenêtres, comme sur beaucoup de maisons, ce qu'on a prévu, c'est des volets coulissants qui sont à l'extérieur et qui évitent que le soleil puisse rentrer en été. À chaque maison, à chaque immeuble, sa solution. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la réglementation évolue. Cette année 2020, de nouvelles normes pour les constructions devraient être définies. Le confort d'été et la qualité de l'air intérieur feront partie des nouvelles priorités. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et de la planète. Com Deus me deito, com Deus me levanto.